Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, bonjour à tous. Alors je fais plus la blague sur les tamalous parce qu'on va essayer d'être positif aujourd'hui. C'est parce que maintenant tu fais un 100%, c'est bien ça. Pas encore. T'es un 110%. Alors, Rudy. quelles sont les news de la semaine, Fabrice? Raconte-nous. J'ai vu que tu m'as envoyé un super article d'une vieille en maillot de bain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, alors en fait oui, donc comme vous le savez, de temps en temps je repère des choses sur internet et j'en parle. Alors je pourrais repérer des tas de choses à chaque fois sur la nourriture, les pesticides et tout ça, mais comme j'en ai déjà parlé plein de fois et que ça fait pas toujours un mood positif, j'ai mis ça de côté et j'ai vu un article sur Le Monde qui fait référence à un magazine qui s'appelle aux États-Unis Sport Illustrated, avec mon super accent anglais que je t'ai appris à l'école dans les années 90, où tu dis une phrase en 1 heure de cours d'anglais. Et donc, en fait, il y a eu une couverture avec cette femme, qui est une femme qui s'appelle Martha Stewart, qui est en maillot de bain et qui a 81 ans. Bon, elle est en maillot de bain, elle est quand même bien habillée, moi, je trouve. Ouais, bon, effectivement, c'est pas des maillots de bain comme on voit aujourd'hui à la plage où les filles sont quasiment cul nus, mais bon, voilà, on voit quand même son corps. Et dans le commentaire du maillot de bain, dans le commentaire de l'article du Monde, c'était écrit sur les réseaux sociaux, beaucoup ont applaudi l'idée d'une octogénaire prenant des poses suggestives. Alors il y en a peut-être à l'intérieur du magazine, je ne les ai pas vues, et dévoilant son corps dans un pied de nez à l'agisme. Le New York Times a même estimé que Martha Stewart faisait là un ultime coup de bravoure. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que sur cette photo que Rudy a à l'écran, en réalité, la fille, on lui donne plutôt 50 ans que 81 ans. Manifestement, elle a fait pas mal de chirurgie esthétique sur son visage. On voit qu'elle a des très grosses pommettes, elle a pas de rides, probablement elle est très maquillée. La photo a dû peut-être même être retouchée au niveau de l'éclairage et tout ça. Et du coup, d'une certaine façon, ça me faisait un peu penser à ce qu'on avait vécu avec la musculation quand on voulait devenir très musclé, où on avait des mauvais modèles, parce que à l'époque, c'était la dope et les types qui étaient super doués génétiquement, puis au final, ça nous perturbait. Et puis là, où on aurait pu se dire, bon voilà, ça va être l'occasion de montrer un petit peu à quoi ressemble une personne de 81 ans en petite tenue, parce qu'après tout, c'est pas si évident que ça, quoi. Et au fait, ce qu'on voit, c'est une femme qui ressemble à une femme de 50 ans, puis on te dit qu'elle a 81 ans. Et donc, pour moi, je vois pas ça comme un coup de bravoure ou un pied de nez à l'agisme. Je vois plutôt ça comme une tromperie. Mais bien sûr, bien sûr, parce que je regarde la photo. Vis-à-vis des gens qui vieillissent normalement. Et une fois de plus, tu as une mauvaise référence. Et du coup, toi, tu te dis, comment ça se fait? Enfin, j'imagine, parce que j'ai pas encore 80 ans. Mais dans l'idée, déjà, tu te dis, pourquoi moi je suis pas comme ça, comment ça se fait qu'elle a pas de rides, etc. Quel est le truc? Tu vois, c'est un peu comme tous ces acteurs de Hollywood qui, à 65 ans, ont plus de cheveux que moi j'en avais à 35, tu sais, particulièrement sur les côtés. Et c'est vrai, à la fin, tous ces
tous ces mauvais modèles, on les connaissait en muscu, mais on s'aperçoit que même dans la vie de tous les jours, entre guillemets, il y a tous ces mauvaises références et c'est un peu énervant, particulièrement là, vu que le commentaire laissait entendre que c'était une bonne initiative, alors que ça aurait été une bonne initiative si tout n'avait pas été mis en œuvre justement pour la rajeunir. Et donc, au final, de mon point de vue, c'était une bien mauvaise initiative. Non, mais c'est vrai que quand on voit la photo, elle a aucune ride, elle a la police du visage, elle est hyper bien coiffée. Et après, forcément, on voit pas vraiment son corps. Voilà, on voit juste un décolleté sans doute un peu magouillé. Et donc, c'est vrai que c'est comme les réseaux sociaux. En fait, on nous montre pas la vérité encore une fois, quoi. On nous montre le pipeau, quoi. Le pipeau, on nous fait croire qu'à 81 ans, on est comme ça. Eh ben, écoute, oui, avec de la magouille, certainement. Donc voilà, c'était mon petit sujet du jour. Alors, toi, tu voulais parler d'autre chose, Rudy. Oui, et ben en fait, je t'ai envoyé un lien puisqu'il y a un pratiquant de jiu-jitsu brésilien assez connu, Gordon Ryan, qui était l'un des meilleurs à la fédération internationale, la plus grosse fédération de jiu-jitsu brésilien, qui s'appelle l'ADCC. Et en fait, il fait parler de lui en ce moment sur les réseaux parce qu'il a posté une photo de son avant-après. Et son avant-après n'est pas exactement ce à quoi on s'attend. En effet, quand il faisait des compétitions à la DCC, donc qui est, comme je disais, la fédération numéro 1 pour le jiu-jitsu brésilien, en fait, c'est un peu connu, entre guillemets, qu'il y a beaucoup de dopage dans cette fédération. Et donc, le type était archi-dopé. On voit qu'il a un physique, vraiment, il est monstrueux, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les produits dopants, il semblerait, donc c'est ce qu'il explique, que ça a complètement détérioré sa flore intestinale, ses intestins, tout ça, qu'il a attrapé un streptocoque qu'il a pas réussi à soigner avec les médicaments classiques. Et le type, en fait, là, il explique, ça fait 5 mois qu'il s'est pas entraîné. Il sait pas encore quand il pourra se réentraîner tellement il n'est pas bien. Et il a mis la photo après 5 mois sans entraînement et sans produits dopants. Et le type a littéralement fondu. Là, le mec, limite, on le reconnaît pas. Je sais pas si toi, Fabrice, tu vois, t'arrives à le reconnaître sur la photo. Mais si on ne les met pas à côté, tu sais pas que c'est le même gars, quoi. Oui, alors après, ça m'a pas tant choqué que ça ce que tu m'as montré parce que finalement, on avait vu des choses comme ça en muscu. Par exemple, Paul Diet, à un moment donné, avait fondu, Kevin Levroni avait fondu, Lee Priest avait fondu. Enfin, c'est des transformations qu'on avait déjà vues en bodybuilding et on avait compris que quand ils arrêtaient les produits dopants, il y avait une chute spectaculaire. Donc là, a fortiori, s'il a pas pu s'entraîner. Donc je suis pas si choqué en fait, moi. Mais voilà. Ouais, mais alors ceux que ça intéresse, tape Gordon Ryan body transformation et puis ils vont trouver la photo et puis c'est vrai que là et donc là dans l'article que je lis, bah ils disent ouais que c'est le plus grand combattant de tous les temps. Donc ça fait en plus mal au cœur de se dire que le type bah là il a pas l'air si vieux en plus hein. Je sais pas quel âge il a, il a pas l'air si vieux. J'arrive pas à voir son âge, mais en tout cas il se dit qu'il se dope depuis ses 21 ans. Bon. Alors sinon, bah, l'autre sujet, c'est que je peux vous parler de Bibi et de ses dernières aventures. Ah Bibi, bah c'est bien comme surnom ça Bibi. Alors, en fait, donc ce qui s'est passé pour ceux qui ont tout suivi mon truc, c'est que depuis 2 mois, je m'étais mis à avoir des douleurs à l'arrière du genou en position allongée. Et bah, au début, il fallait, je sais plus, 10-20 minutes pour que la douleur apparaisse. Et puis finalement, bah, au fil du semaine, ça s'est rapproché. Et bah, au bout d'un moment, il suffisait que je m'allonge, donc sur une chaise longue ou simplement dans mon lit le soir pour dormir. Et au bout de quelques secondes, j'avais une espèce de douleur montante derrière le genou. Donc encore un truc nouveau que j'avais chopé, en plus du syndrome fémoro-patellaire, et puis en plus de mon dos qui était pas tout à fait guéri parce que encore assez raide, j'avais ce truc-là. Et donc j'étais allé voir un médecin du sport qui avait fait plein de tests. Donc maintenant je suis rodé sur quand on a mal à l'arrière du genou. Donc ça peut être un kyste poplité comme on dit, mais dans ce cas-là ça se sent à la palpation. Il peut y avoir un œdème, ça peut être une tendinite, mais dans ce cas-là quand on vous fait faire un test où vous fléchissez la jambe, par exemple comme un leg curl quand vous êtes en salle de muscu, mais vous faites le leg curl sur l'épaule du médecin en isométrique. Mais moi, j'avais pas de douleur comme ça. Et au final, lui, il trouvait pas ce que j'avais. Parce que si c'était aussi, ça pouvait être éventuellement ce qu'on appelle une sciatique tronquée. C'est-à-dire que d'habitude, quand on a une sciatique, c'est que, allez, ça part du dos puis ça va jusqu'à la fesse, ou ça part du dos puis ça va jusqu'au genou, ou éventuellement, bah, ça part du dos puis ça va jusqu'à la cheville. Et moi, dans mon cas, c'était pas genou plus cheville, c'était vraiment derrière le genou. Et au début, bah, ça l'inquiétait pas.
Et puis, sauf qu'au final, personne ne trouvait ce que j'avais. Et moi, c'était de pire en pire parce que j'avais plus vraiment de position de repos. C'est-à-dire que assis, il m'arrivait d'avoir mal devant les genoux. Couché, c'était compliqué, sauf à dormir sur le côté un peu recroquevillé, là, dans la position de l'enfant. C'est pas une position terrible pour dormir. Et puis, même debout, je commençais à avoir mal derrière le genou ces dernières semaines. Et là, je me suis dit, putain, ça commence à être la merde. Et le truc, c'est que quand vous avez mal à un endroit et qu'on trouve pas pourquoi vous avez mal, il y a deux manières de le prendre. Soit vous vous dites, bon, ça va, j'ai pas grand chose, ça va bien finir par partir la douleur, ou c'est une douleur qui sert à rien, on va attendre qu'elle part. Soit vous vous dites, ah mince, si on trouve pas ce que j'ai, ça se trouve pendant 50 ans, je vais avoir mal. Donc c'est un petit peu stressant quand même. Et puis finalement, j'ai changé de kiné parce que ceux que j'allais voir manifestement n'avaient pas bien rempli leur mission vu que j'avais eu des hauts et des bas et que j'enchaînais de plus en plus souvent les bas. Et donc j'ai changé de kiné. Et cette fois-ci, il se trouve que c'était un kiné qui était spécialisé en réathlétisation du sport. Et déjà, ça, c'est une erreur que j'avais faite. Et donc maintenant, j'ai retenu la leçon. En fait, quand nous, on a un problème qui apparemment est lié au sport, déjà, il faut voir un médecin du sport. Et si après on a des séances de kiné, il faut aller voir un kiné qui est spécialiste dans le sport. Parce que là, tu avais été voir des kinés qui n'étaient pas dans le sport, en fait? Des kinés normaux, en fait. Tu vois, je crois que tu avais été voir des kinés du sport dès le début. Non, j'avais pas conscience qu'il y avait des spécialités comme ça. Mais en fait, si, il y a des spécialités. Et en fait, j'aurais pas dû aller voir ces gens-là. Ils étaient pas bons, en fait. Je fais une précision. Tu as même des kinés du sport qui sont spécialistes de l'épaule ou spécialiste du genou. Tu vois, donc par exemple Thomas, qui est mon copain de training thérapie avec qui je bosse pas mal, lui il est spécialisé sur l'épaule, tu vois. Donc c'est vrai, il est kiné du sport, spécialiste de l'épaule. Donc tu as plein de spécialités comme ça en fonction des kinés. C'est comme médecin généraliste et après tu as plein de spécialistes, voilà quoi. Tout à fait. Donc, du coup, là, je suis allé voir un kiné spécialiste dans le truc du sport et en plus qui est nouvelle installé et donc du coup qui pouvait me consacrer du temps parce qu'il n'avait pas encore trop de rendez-vous. Moralité, on a passé je ne sais combien de temps à faire des tests dans tous les sens, à voir voilà si c'était pas une sciatique en appuyant plein de fois dans le dos, des tests de force de l'ischio-jambier, des tests de contraction de l'ischio-jambier en concentrique avec la jambe dans différentes positions. On a testé avec le pinceau puis la roulette s'il n'y avait pas des trucs de sciatique, etc. Et au final, on est tombé sur deux trucs. Alors le premier truc, c'était que mon nerf sciatique était extrêmement irrité et il ne supportait plus du tout d'être tendu, c'est-à-dire jambes tendues. D'être mis en tension, quoi. Voilà, il supportait plus du tout d'être mis en tension, mais à un tel point que juste être allongé, il était mis en tension. Et donc du coup, j'ai dû faire un exercice que peut-être vous connaissez, que vous avez déjà vu sur Internet, qu'on appelle du nerve flossing. Donc en anglais, ça s'appelle du neurodynamique. Donc en gros, vous êtes assis, vous faites un petit mouvement de tête et un mouvement de jambes en même temps. Et l'idée, c'est que le nerf va coulisser dans sa gaine pour essayer de se désensibiliser. C'est comme une mise en tension du nerf, comme un étirement léger du nerf, en fait. Voilà, surtout un étirement léger du nerf. Et en fait, l'ancien kiné, lui, dans le cadre de la rééducation du dos, il était sans cesse en train de me faire des étirements de l'ischio-jambier. Et j'ai compris au fur et à mesure que ça ne faisait qu'empirer mon problème. Mais sauf que quand je l'ai compris, c'était déjà très installé. Mais surtout, il fallait pas faire d'étirements d'ischio-jambier, a fortiori jambes tendues, avec le truc que j'avais, parce que ça faisait que d'empirer. Et du coup, en gros, la nuit, probablement, ce qui se passait, c'est que pourquoi la douleur montait petit à petit et puis qu'elle s'arrêtait immédiatement dès que je fléchissais la jambe, semble-t-il, c'est parce qu'il y avait un étirement du nerf sciatique chaque fois que j'étais allongé. Et petit à petit, avec le nerve flossing, ça a semblé s'améliorer. Mais le type a aussi trouvé un autre truc, et alors ça, c'était extrêmement c'était très subtil, et il fallait passer beaucoup de temps pour le voir. C'est qu'il a trouvé que mon ischio-jambier le ischio-jambier droit ne s'activait pas position jambes tendues. Alors, je vous explique, vous pouvez faire le test à la maison. Donc, vous vous allongez sur le ventre, sur votre lit. Vous dites à votre compagne ou compagnon d'appuyer légèrement sur la cheville. Et puis vous, vous devez fléchir la jambe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand on faisait ce test, la première fois qu'il fait, il me dit, alors là, tu fléchis? Je dis oui, là je fléchis, je suis à fond. Et en fait, sa main montait tout doucement. C'est comme si j'avais, allez, je dis au hasard, 1 kilo de force. Ouais, comme si t'avais le nerf coincé, quoi. Ouais, en fait, la commande marchait, mais j'avais pas de force. Et après, on attend un petit peu, où on passe à la droite, et puis on revient, je me souviens plus, et on recommence.
Et là, pouf, il y a de la force. Alors pas beaucoup, mais il y avait de la force. Mais il y avait un problème d'activation. Et on a répété ce test-là un jour qui suivait et tout ça. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y avait un gros problème d'activation de Ouais, l'ischio-jambier. le courant passe pas, comme si le nerf était coincé, quoi. Ouais, je sais pas ce qu'il y avait. Alors, ce qui était bizarre, c'est que quand on testait mon dos et tout le tralala, il y avait pas du tout l'impression que il y avait une histoire de nerf coincé parce que j'avais aucune douleur à la pression, ni pas de douleur au genou, etc. Mais il n'en demeure pas moins que voilà, la force, ça s'activait pas du premier coup, voire du deuxième coup. Et probablement ce truc-là devait expliquer aussi pourquoi régulièrement j'avais la sensation que mon genou allait s'arracher. En fait, comme si la jambe était en hyperextension. Je pense peut-être parce que l'ischio s'activait pas au moment où il devait s'activer quand je marchais ou des trucs comme ça. Donc, bref, au moins j'avais une information. Mais le truc, c'est que pour trouver ça, il a dû faire des tas de tests et franchement, on y a passé un temps de fou. Hein, parce que là, je Quand vous tu fais dis résumé. un temps de fou, c'est combien d'heures? Parce que Ah, peut-être une heure une fois et encore une heure la fois suivante. Parce qu'après, on a fait d'autres tests, cette fois-ci à la machine à flexion de cuisse, et on s'est aperçu que même après avoir été activé, entre guillemets, sur la jambe droite, j'avais la force même pas la force d'une femme de 50 ans en rééducation jambes. et pourtant, du point de vue volume musculaire, t'avais pas tant perdu que ça d'un point de vue Bah, ischio? c'est le truc. C'est le problème, c'est que c'est difficile justement, l'ischio, parce que tu le vois pas vraiment dans la glace. Donc, Bah, tu fais une pause ischio comme à ta grande époque, Fabrice, ouais, après. ouais, non, mais et donc bon, en gros, voilà, gros déficit de force au niveau de l'ischio, et puis un problème d'activation. Donc ça pouvait expliquer encore autre chose. Et puis en plus de ça, j'ai régulièrement une contracture je crois que c'est le semi-membraneux. Donc c'est une petite partie de l'ischio-jambier, une bonne partie de la journée, et en fait la contracture est tellement forte que ça descend jusqu'au genou. Et donc ça expliquait aussi que ça expliquait que des fois durant la journée, j'avais en plus mal au genou, mais c'était une douleur différente de celle de la nuit. Bref. Et alors après, armé de toutes ces informations, eh ben je me suis mis à essayer d'activer mon ischio-jambier. Et donc, Qu'est-ce qui s'est passé, ça, Fabrice, alors? Qu'est-ce qui s'est passé? eh ben, figure-toi que drastiquement, en 2 jours, j'ai déjà eu une amélioration significative. Donc, il y a plein de douleurs à l'arrière du genou qui ont disparu, simplement parce que maintenant, ben, il est activé en permanence. Et Et donc, comment tu fais pour ça l'activer? va Alors, mieux. tu mimes un leg curl et voilà? Eh ben, exactement, c'est ça. Je mime un leg curl ou alors là, c'est drôle. Et Donc, chez moi. est-ce qu'en plus tu fais du leg curl aussi quand tu vas chez le kiné dans la salle de rééducation? Attends, laisse-moi. Donc, effectivement, je l'active comme ça, ou sinon, je vais sur un ballon suisse, je m'allonge, je pose la jambe sur le ballon suisse, et puis j'appuie sur le ballon suisse en faisant une flexion de jambe en isométrique, Ah, voilà, en pendant iso, voilà. quelques secondes. Tu fais de l'isométrie Voilà, alors. tu fais de l'isométrie. Et il y a un autre truc aussi qui me faisait du bien, c'est que dans ma piscine, et oui, parce que je suis embourgeoisé comme Rocky maintenant, Oh là il y a là là longtemps, là. j'avais acheté un vélo aquatique, mais à la base, c'était pour ma femme. Donc voilà, c'est un vélo que tu mets dans l'eau et puis tu pédales, tu fais des Ah, trucs. Et en fait, ce monsieur et prince, vélo-là, quoi. Monsieur et prince. voilà, ce vélo-là, moi, j'ai toujours détesté à l'époque où je faisais beaucoup de muscu parce que je trouvais que ça pédalait dans le vide et que ça servait vraiment à rien, quoi, ce truc. Je me disais, mais ce truc-là, il sert à rien. Ah, il a pris une Et au licence. final, Il a pris une licence. non, il servait à rien. Et donc, je l'avais même enlevé de la piscine et oublié dans la cave tellement il servait à rien. Et puis, je me suis dit, mais attends, puisque même le vélo d'appartement, c'est trop dur, va ressortir ce vélo de piscine et on va voir ce qui se passe. Et donc, je suis allé ressortir le vélo de piscine. D'ailleurs, ça a été tout compliqué parce qu'il est lourd, etc. Bref, je l'ai remis et je me suis mis à faire, bah voilà, d'abord 2 fois 15 minutes et puis après 3 fois 15 minutes par jour. Et je me suis aperçu que chaque fois que j'en faisais, bah, je me sentais mieux. En gros, c'était comme s'il se passait quelque chose dans l'ischio-jambier et tout ça. Et donc maintenant, j'en fais régulièrement. Et petit à petit, la situation s'améliore, mais sauf qu'en fait, mon ischio-jambier est tellement déconditionné que rien que de faire de l'isométrique sur le ballon suisse, tu vois, de tenir la position 10 secondes sur le ballon suisse à différentes courses, hein, donc soit la jambe fléchie à 90 degrés, soit la jambe un peu plus tendue, soit la jambe quasiment tendue, et ben en fait, de contracter 10 secondes, c'est déjà dur et j'ai déjà la jambe qui tremblote, tu Ah vois. ouais, putain, Ah ouais, ça passe pas alors. Ouais, ça passe pas. je sais pas ce qui s'est passé, en fait, j'ai perdu complètement de la force. Ouais, ouais, mais Et donc, ça ressemble vraiment à un nerf bloqué, ouais. ouais, Enfin, je pas un sais pas. pincé, je sais pas comment on peut dire, mais Ouais, mais c'est pincé. bizarre parce que pourtant les tests ne montraient pas que c'était pincé, mais ouais. En gros, c'est un peu comme si le problème que j'avais eu initialement avec ma cheville, où je pouvais plus bouger la cheville,
Ben là, c'est un peu pareil avec l'ischio-jambier, sauf qu'il bouge, mais il n'y a plus de force. Et donc, ben, en gros, maintenant, ça redevient un peu de la muscu classique, j'ai envie de dire, sauf que pour la jambe droite, ça part de très bas. C'est qu'il faut que que je remuscle, et que je remette voilà, de la tension dans cet ischio-là. Et et là, voilà, je suis dans une tendance un petit peu ascendante par rapport à tous les problèmes que j'ai eu ces derniers temps, parce que c'était devenu infernal en fait. J'avais des douleurs quasiment tout le temps. Et donc là, t'en es pas à faire du leg curl alors? Ah non 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 ah non non. Donc là t'es sur l'isométrie et donc la suite logique, si qui t'a dit normalement c'est de l'excentrique alors. Ouais, c'est ça. Après, exactement. Après, bah, tu vas soit tu utilises un élastique que tu connais le truc, tu tires à deux jambes et puis tu retiens avec une jambe, ou tu fais la même chose sur la machine leg curl, voilà, tu fais à deux jambes et puis tu fais à une jambe. Ou sinon, ce que j'ai remarqué, c'est que sur mon vélo aquatique, je peux aussi pédaler à l'envers, de la jambe droite. Et déjà, c'est difficile. Voilà, parce que tu vois, ça fait l'ischio-jambier, en fait, quand tu pédales à l'envers. Ouais, alors après, je pensais que tu pouvais mettre, je sais pas si ton vélo aquatique, tu peux faire ça, mais mettre des pédales automatiques et là, tu peux tirer avec l'ischio, tu vois. Ouais, bon, après, j'en suis pas encore là, mais ouais, vraiment grosse galère. Mais là, ça s'améliore. Et en fait, ce que j'ai compris avec toutes mes histoires, tous les problèmes que j'ai eu là, pour ceux qui se souviennent, mon premier médecin traitant avait pas bien géré le problème de ma sciatique partiellement paralysante. Il avait réchigné pour me filer un IRM et tout ça. Là, j'ai été chez des kinés qui, pour moi, finalement, ils étaient pas bons. Ils m'ont flingué. Et là, voilà, là j'ai un bon kiné, j'ai quelqu'un qui s'est occupé de moi, qui a pris le temps et tout ça. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que malheureusement, il faut prendre du temps. Et même le médecin du sport, il n'a pas consacré autant de temps que le kiné, tu vois, parce que toi, le médecin du sport, voilà, il va te regarder 20 minutes. Éventuellement, si tu débordes, ça va être 30, 35 minutes. Parce que le médecin du sport, il est pas spécialiste du mouvement. Il est plus là pour orienter. Tu vois, pour dire, bah voilà, là, on va faire tel examen, et ensuite, je vous envoie vers un kiné du sport. Normalement, le médecin du sport, il doit avoir un réseau pour te dire, voilà, allez chez tel kiné pour ça, allez chez tel kiné pour ça, tu vois, il doit avoir ce réseau-là, normalement. C'est ça, mais en fait, effectivement, quand il m'a demandé chez quel kiné j'étais, j'ai dit un nom, il a dit, je connais pas, ah bah voilà, en fait, là, il n'y a pas de réseau. Ouais, alors que moi, mon ancien médecin du sport, je disais, voilà, à l'époque, je sais plus, j'avais mal au genou, tu vois, quand j'avais ça. Je dis, qui est-ce que vous me conseillez? Il me dit, bah, allez voir un tel. Non, c'est pas ça que je dis. C'est qu'en fait, j'en avais déjà pris un, puis lui n'a pas osé me dire, allez pas chez lui, allez chez un autre, tu vois, parce que j'ai pas été assez demandeur. C'était ça l'erreur. J'aurais dû dire, est-ce que vous aviez quelqu'un à me recommander, en fait, plutôt que de dire, j'en ai pris un à côté de chez moi qui était libre, tu vois. Ça, c'était une erreur. Et ça, j'avais pas compris, mais maintenant j'ai compris qu'effectivement, faut aller voir des gens qui s'y connaissent, puis qui peuvent pas prendre le temps avec toi. Parce que sans faire tous ces tests, en fait, on n'aurait pas, tu sais, pour détecter que ça s'active pas dans la position de jambe tendue, parce qu'en jambe fléchie, ça s'active, tu vois, c'est compliqué, hein. Faut en faire des tests, hein. Donc, ah ouais, donc là, tu fais de l'isométrie, donc tous les jours ou presque? Ouais, alors bah là du coup, donc là on a travaillé aussi sur mon dos, etc. Donc le dos est bien reparti parce que je me suis aperçu que l'autre finalement. À quoi la muscu du haut du corps, la prise de masse du haut là. Là du coup j'ai pu refaire de la muscu en renforcement musculaire en full body, plus un travail spécifique sur la jambe droite en isométrie. C'est le retour là, ça y est. Ouais. Bah là j'ai arrêté d'écouter les podcasts, j'écoute plus que de la musique de motivation, tout ça. Enfin bon, j'ai essayé de repartir dans putain, Rocky de retour quoi. Rocky est encore loin, Rocky a encore beaucoup de douleurs. Allez, au moins, tu vides la piscine et c'est réglé quoi. Au moins ça s'est amélioré, mais vraiment j'étais tombé dans un truc de merde quoi. Et alors je finis là-dessus. Du coup le médecin du sport m'a quand même prescrit un EMG là, même s'il a dit que donc ça un EMG, on va expliquer, c'est en gros on vous met des aiguilles tout le long entre guillemets du muscle ou du nerf, quoi, du chemin du nerf, et on regarde quand vous contractez à quelle vitesse arrive l'information, l'influx nerveux. Voilà, mais donc comme d'habitude, c'est un peu comme les IRM, hein, pour avoir un rendez-vous, il y a des semaines et des semaines d'attente. Et j'étais tout heureux parce que avant-hier, j'avais trouvé sur Doctolib que je semblais être une annulation. Il y avait un créneau pour le lendemain. Alors branle-bas le combat, j'annule tout ce que j'avais prévu. Hop, je vais là, j'étais content comme tout. Je me disais ça tombe bien, vraiment les étoiles sont alignées là. Et j'y vais. Et en fait, la porte était fermée.
la dame était partie en congé et elle avait oublié de fermer son créneau Doctolib. Donc en fait, j'y suis allé strictement pour rien. Et après, je suis revenu, j'étais dépité. Mais bon, heureusement que la tendance était bonne parce que si j'étais au pic de mes douleurs et que j'avais trouvé porte close là pour l'EMG, j'aurais vraiment été dégoûté. Mais bon. Après, c'est ça. Est-ce que tu as posé la question, je sais pas, à ton kiné s'il s'y connaît, mais s'il trouve justement que l'influx passe beaucoup moins bien d'un côté, je sais pas, je dis une connerie, il y a 20 mètres secondes d'écart, est-ce que derrière ils opèrent? Je n'en sais pas, je ne sais pas, Rudy, mais ça m'étonnerait. Et vu que j'ai déjà eu une opération, de toute façon, je vais pas me faire réopérer. Parce que moi, j'avais vu justement un neurochirurgien au moment où mon nerf s'était coincé sur le poplité, mon nerf poplité externe qui est plus coincé maintenant, mais qui était coincé en 2017. Et j'avais un neurochir et le mec m'avait dit les nerfs, vraiment, on opère qu'au dernier recours. C'est vraiment vous avez zéro force parce qu'il dit là, on sait pas, on n'arrive pas à prévoir en fait si on touche le nerf, qu'est-ce qui se passe quoi. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que le médecin du sport, il m'a prescrit l'EMG. Je pense que c'est un peu pour me faire plaisir, puis parce qu'il a vu que bon, au niveau psychologique entre guillemets, là, c'était un peu la panique au moment où je l'ai vu. Mais en fait, on sait que ça sert à rien parce que quand bien même il trouve quelque chose, le traitement ce sera de faire plein de renforcements musculaires et d'exercices pour voilà. Donc bon. Voilà. Bah, tu vois, mon grand-père, il avait eu une prothèse de hanche, donc il a deux prothèses de hanche, là, il a plus de 80 ans. Et quand il a fait la première prothèse de hanche, en fait, ils lui ont touché un nerf. Et pendant un moment, pendant longtemps, en fait, le nerf, il transmettait plus d'informations. Je crois, il arrivait plus à, je sais plus ce qu'il avait au pied, si c'était relevé ou l'inverse, et il pouvait plus. Et le chirurgien lui avait dit, bon, entraînez-vous, mettez de l'électrostimulation, essayez de relever le pied. Et ça a mis des années à revenir, hein. Ça a mis des années de travail quotidien, avant que ça se refasse, entre guillemets, correctement, quoi, la liaison. Ouais, bah écoute, on va voir. Là, ce qui est sûr, c'est que du coup, plusieurs fois par jour, je demande à ma femme de faire le test sur le lit là, et ça fait plusieurs fois que quelle que soit l'heure de la journée quand on fait le test, c'est activé du premier coup. Alors du coup, là, je suis content. Ah bah elle est contente alors c'est actif du premier coup. Mais alors tu rigoles, mais puisque ici puisque c'est super physique et que moi j'ai toujours été transparent sur tout. Tu veux faire appel à un ami? Eh ben écoute, j'arrive tout de suite. Non, je peux vous dire, mais ceux qui écoutent, les tamalous qui écoutent, c'est que quand tu commences à avoir mal partout et que tu es dans une pente descendante, alors là, pour le coup, t'as pas de libido ni rien. Et un bon signal que tu repasses en passe ascendante, c'est que la libido revient et tu dis, ah, bah tiens, ça veut dire que le corps refonctionne parce qu'il, entre guillemets, il a à nouveau envie de procréer, donc il se sent capable de procréer. Bien sûr, parce que en plus, ça t'occupe l'esprit et tout, tu penses qu'à ça, donc t'es pas du tout dans le truc, quoi. Imagine, t'aurais fait un régime en même temps, une sèche, là, t'étais foutu, t'étais sous TRT à vie, hein. Ouais, la grosse difficulté en fait, c'est quand tu n'as pas vraiment une position de repos et que tu as moi, la règle que j'ai trouvée, c'est en gros si t'as pas de position de repos et que tu as une douleur quasi permanente, on va dire allez de 3 sur 10, grosso modo, ça se gère. Quand ça commence à dépasser les 5 sur 10, si c'est quasi permanent, là, ça devient... en gros, tu finis par penser plus qu'à ça. Puisque là, si tu es à 8 sur 10, je pense que c'est insoutenable, tout simplement. Et donc voilà. Et alors, le truc que j'ai à l'arrière du genou, parce que là, c'est pas encore clair si c'est parti ou tout ça, ça passait pas avec la pommade Voltaren. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol. C'était un peu la réflexion du dernier podcast. Cette fois-ci, je vais foutre de la pommade, tout ça, et fini les douleurs. Eh ben non, ça marchait pas, la Voltaren, ça marchait pas. Ouais, parce que justement, c'est pas musculaire. Ben ouais, si c'est un problème nerveux, en fait, tu peux rien faire. Voilà, donc ça marchait un peu sur la contracture, on va dire, où là, c'était la douleur au genou pendant la journée. Mais pour la nuit, non, ça marchait pas, quoi. Donc bref. Et alors sinon, donc là je vais parler plus du système médical français, de ce que j'en ai compris, donc moi qui n'avais jamais trop fait appel au système. Donc j'ai discuté à quelqu'un qui lui a eu un peu les mêmes problèmes que moi, mais lui il n'a pas eu une hernie discale lombaire, mais il a eu une hernie discale au niveau cervical. Et donc il a commencé à avoir plein de douleurs, au cervical. Il est allé voir son médecin traitant. Le médecin traitant a banalisé le truc. Il lui a donné je sais pas quoi des. Ça te rappelle quelque chose? Ouais, il a complètement banalisé. Il a dit oh mais il n'y a pas besoin d'IRM. Si vous voulez, je vous fais un petit arrêt de travail, etc. Et je crois par deux fois en fait, donc mon copain est allé le voir. 2 fois, il s'est plus ou moins envoyé fait bouler et puis il a dit bon, ça suffit maintenant, je veux une IRM. Et donc finalement, le médecin prescrit une IRM et en fait, l'IRM a montré qu'il avait 3 hernies discales au cervical, le type.
Et donc après rendez-vous avec le médecin du dos, tout ça. Bon, tel qu'étaient placées les hernies discales, fallait éviter d'opérer. Et ensuite, mon copain a eu 4 mois d'enfer où en gros il avait d'énormes douleurs au cervical. Il pouvait pas se coucher, il était bourré de comprimés, mais même comme ça, il avait mal. Il m'a expliqué qu'en fait c'était tellement douloureux qu'il dormait en position assise quand il pouvait et que parfois la douleur le réveillait et du coup il marchait en fait dans sa maison, il faisait les 100 pas parce qu'en marchant il avait pas trop mal et après quand il tombait de fatigue il se remettait sur son fauteuil et il essayait de dormir en position assise et donc je me suis dit que vraiment il y avait des douleurs qu'il fallait pas avoir parce que c'était bien galère et puis tu peux pas toujours les gérer même avec les médicaments. Et son exemple m'a marqué parce que il a pas du tout bien été pris en charge par son médecin traitant, comme moi à mon époque. Et deux, aussi, il faisait les 100 pas pour limiter la douleur. Et il y a pas si longtemps, à un moment donné, j'avais eu tout des contractures, comme j'avais expliqué. Et il y a eu des moments dans la journée où tout d'un coup, les contractures partaient quand je marchais, temporairement, dans mon jardin. Et donc, je m'étais mis à marcher dans mon jardin sans m'arrêter, tout doucement, pour éviter qu'elles reviennent. Et ma femme m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je marche parce que sinon, je vais me transformer en pierre. Donc, c'est de l'humour. Et en fait, lui, c'était un peu pareil. C'est qu'il fallait qu'il marche pour pas avoir mal au cervical. Sauf que, voilà, quand il faut marcher toute la nuit, ça pose un peu un problème. Et donc, un très mauvais moment, il a passé, mais pour le moment, il a pas eu besoin d'être opéré. Ensuite, il est allé voir un premier kiné. Ça s'est très mal passé. Et là, il a un deuxième kiné. Ça va un petit peu mieux. Et donc, un petit peu la même histoire où le médecin traitant était pas nécessairement la bonne personne. Les kinés, manifestement, on va dire que tous n'ont pas une approche qui nous convient. Et pareil pour l'IRM, il avait eu plein de délais, tout ça. Donc ça montre quand même que le parcours de soins ou le parcours santé, c'est quand même, c'est pas évident, hein, parce que mais tout repose sur le médecin traitant. Donc si le médecin traitant fait pas bien, entre guillemets, fait pas bien son travail ou n'a pas pris le temps ou que sais-je, je sais pas comment expliquer. Après, vous êtes dans la merde en fait. Il y a que quand il est allé voir le médecin du dos, où là, le médecin du dos, tout de suite, il a posé les bonnes questions, tout ça. Il lui a demandé de quelle façon il dormait, où il mettait sa main sur sa tête pour dormir, si c'était plus près du menton, plus près de la tête. Bref, là, on voyait que le spécialiste du dos, il connaissait son sujet. Voilà, il avait l'expérience. Exactement, comme moi pour mon truc de lombaire, le spécialiste du dos, tout de suite il connaît. Et c'est vrai que le médecin traitant, en fait, c'est un hub pour te rediriger vers les autres. Bien sûr. Mais encore faut-il qu'il redirige et tout ça. Bien sûr. Et à l'inverse, vas-y, je te laisse finir après. Il dit là-dessus. Et à l'inverse, donc là, ma femme a eu un petit truc au genou. Oh là là, ça y est, contamination. Un tout petit machin au genou. Mais oui, d'ailleurs, on peut se demander si c'est pas entre guillemets par procuration qu'elle s'est fait une blessure, parce qu'à un moment donné, à un moment donné, elle avait dit franchement, t'as tellement mal, si je pouvais en prendre une partie, crois-moi, je le ferais. Oh, elle est sympa. Hein. Oh là là. Et donc ça se trouve, elle a peut-être j'ai oublié le mot, intérioriser sa blessure. Bref, elle s'est fait un truc à la salsa. Et elle va voir un médecin traitant, mais un autre, parce que cette fois-ci, on a réussi à en changer. Celui-là, il fait un test, pendant 1 minute, tout de suite, IRM du genou. Et là, je me suis dit, putain. Donc, moi, j'avais une hernie, une grosse hernie avec une sciatique partiellement paralysante. Le type, mon ancien médecin, réchigne à faire une IRM. Mon pote, triple hernie discale. Bon, il fallait faire l'IRM pour le savoir, mais le type réchigne à faire l'IRM. Et là, ma femme, paf, IRM pour un petit truc du genou où franchement, j'étais tout étonné, quoi. Ouais, et attends, je finis sur cette anecdote-là. Donc moi, l'IRM, c'était prévu pour 6 semaines. Grâce à Rudy et un de ses potes, j'ai pu avoir l'IRM en quelques jours. Et à l'inverse, ma femme, elle est tombée sur un trou, une annulation. Elle a eu son IRM du genou en 4 jours. Donc je me dis, non seulement le médecin traitant lui a fait une IRM qui probablement servait à rien, et en plus elle a eu l'IRM en 4 jours. C'est parce que c'est une femme elle est arrivée jolie, elle s'était apprêtée. Et voilà, elle avait du drague. C'est parce qu'elle est tombée sur un créneau, pile il y a eu une annulation, je pense 5 minutes avant qu'elle se connecte, et du coup elle a pu avoir le créneau de l'annulation. Mais tu vois, tout ça est un petit peu flippant parce que tu te dis, il y a beaucoup de choses qui semblent être à la chance, tu vois. Ouais. Et, je sais pas, tu vois, problème, hein. Moi, je vais te partager mon expérience là-dessus. C'est que avant, j'avais un autre médecin du sport. En fait, quand je suis arrivé sur Annecy,
j'avais plus de médecin traitant et donc je me dis bon bah je vais trouver un médecin du sport en médecin traitant et j'ai été et j'avais bien sympathisé avec le gars. Franchement, on voyait qu'il avait de l'expérience, il était vraiment passionné de sport, donc on pouvait parler de sport, on parlait plus de sport que ce qui m'auscultait quoi. Et quand moi mon nerf s'est coincé, j'ai appelé direct, j'ai dit il me faut un rendez-vous en urgence, je peux plus marcher, il y a une merde et tout. Il m'a dit bah venez tout de suite, j'ai été tout de suite et il a vu que c'était la merde et c'est lui qui a appelé l'IRM tout de suite pour que j'ai le rendez-vous. Donc le lendemain matin, je sais plus à quelle heure s'ouvrir, à 7h30, 8h, j'étais le premier à passer quoi, à l'IRM, tu vois. Donc c'est lui qui avait appelé tout de suite parce que j'étais en bonne relation. Et ensuite, quand j'étais revenu le voir, je dis ouais, est-ce que vous connaissez un neurochirurgien? Et il m'a dit oui, je connais un neurochirurgien, il l'avait appelé et j'avais rendez-vous genre le lendemain quoi, le surlendemain, tu vois. Donc c'est encore une fois, c'est un peu comme dans toutes les professions. C'est un bon médecin, c'est rare. Un bon coach, c'est rare. Un bon kiné, c'est rare. Un bon jardinier, c'est rare. Quelqu'un de bon, qui est passionné, qui est intéressé par son métier, qui est pas lassé, qui est dedans, qui sent la passion, c'est rare. C'est ça en fait le vrai problème. Alors après, il y a peut-être aussi un biais pour moi. Là, j'ai vu un nouveau médecin du sport parce que le mien a pris sa retraite malheureusement, voilà, bien mérité, je pense. Et j'en ai vu un. Et j'ai été et je lui ai dit voilà, je vais parler de ce que moi je pensais que j'avais. Je lui ai expliqué de A à Z, nanana. Et le mec, il a vu que je m'y connaissais. Il me dit ah mais vous connaissez bien. Je dis ouais bah voilà ce que je fais, nanana. Et le mec m'a fait des tests en plus que moi j'avais déjà fait. Il me dit ouais bah je pense que c'est ça. Et le mec tout de suite, sans que je demande rien, il a dit bon bah échographie radio. Je lui ai demandé voilà des trucs sur les médicaments. Il me dit non ça c'est connerie voilà. Donc le mec en plus était on était un peu sur la même longueur d'onde. J'ai eu mon écho en moins d'une semaine. Et voilà, et le gars, s'il avait besoin, il m'a même fait une ordonnance pour kiné. Il me dit, si vous avez besoin, voilà le kiné que je vous recommande, tout ça. Je vous fais une ordonnance au cas où. Mais c'est encore une fois, faut tomber sur les bonnes personnes et en même temps, on en revient toujours au même, arriver en étant, en connaissant un peu son sujet, tu vois, pour montrer que t'es pas comme les autres patients. Parce que la plupart des patients, je sais pas toi, mais moi je vois ma mère quand elle va chez le médecin, elle y connaît absolument rien, elle dit tous, voilà, le gars il est là, il dit putain, ça le fait chier quoi. Alors que s'il tombe sur quelqu'un qui est intéressé, qui pose des questions, qui s'est renseigné tout ça, peut-être qu'il est plus à même, tu vois, de faire des efforts aussi. Oui, oui, peut-être. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que maintenant, voilà, moi j'ai un médecin du sport. Alors effectivement, si tu prends rendez-vous sans urgence, faut poireauter 2, 3 semaines, sauf s'il y a une annulation. Ma foi, ça c'est comme ça. Mais effectivement, je pense que je pourrais lui téléphoner pour une urgence. Mais encore, faut-il en avoir un. Alors j'ai presque envie de dire que de temps en temps, faut avoir un tout petit bobo pour entretenir la relation avec le médecin du sport et qu'il se souvienne de toi et qu'il te connaisse, quoi. Parce que si Ouais, tu mais vas bien avoir sûr. un type, ouais, si tu vas Bien avoir sûr. un type comme ça qui t'a jamais vu, c'est vrai que c'est Ah pas bah bien sûr, bien toujours sûr. évident. Il faut que moi, mon médecin du sport, quand j'ai été la première fois à Annecy, là, celui que j'avais avant, j'y étais, j'avais rien, hein. Et puis des fois, j'y allais, voilà, j'avais un petit truc, mais rien, et j'allais surtout pour discuter, hein. Donc je payais 25 balles, je discutais, et puis voilà, hein. C'était tout comme ça. Mais je savais, tu vois, quand j'ai eu ma merde à la jambe, là, pour quitter externe, ah, le mec, il a pris son téléphone direct devant moi, il a appelé, il a dit, voilà, c'est là, il faut un rendez-vous d'urgence, c'est tout de suite. Je l'ai revu le lendemain, voilà, il a pas traîné, le gars. Mais si j'avais été un lambda, pour lui, bah en fait, et que j'aurais pas montré que je m'y connaissais un peu, que j'avais fait des recherches, tout ça, mais il en a rien eu à foutre. Il leur dit, ouais, bah c'est pas grave. Tu sais, la plupart des médecins, la plupart des gens, s'ils peuvent plus lever le bras, par exemple, ils disent, ouais, bah c'est pas grave, je me servirai de l'autre bras, tu vois. Moi, ma mère, elle a mal à l'épaule depuis des années, elle peut pas trop lever un bras. Elle dit, ah, c'est pas grave, ça me gêne pas. Ah bah oui, évidemment que ça te gêne pas, tu t'en sers pas vraiment. Non mais c'est ça la vérité. Donc le médecin, s'il voit que des gens comme ça, qui en fait, il se dit bon bah en fait ça la gêne pas, ils font rien. Voilà. Mais si toi il voit que c'est important pour toi et que tu lui montres et que tu cherches et tout, bah, je pense que le type est de bonne volonté. Tu vois. Après faut insister, hein, faut y aller au culot aussi. Faut pas hésiter. Quand c'est important pour toi, faut le montrer. Alors que la plupart des gens, bah voilà, c'est pas très important. Ils vont chez le médecin, souvent ils ont rien quoi. Les gens abusent du système de santé alors qu'ils ont rien. Et c'est pour ça que comme d'habitude, ceux qui abusent du système de santé, après, quand il y a des trucs plus importants, bah, les médecins disent, bah, c'est comme les autres, ils abusent. Les excès de certains niquent les autres, quoi, hein. C'est toujours comme ça, quoi. Ma foi, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme j'avais déjà dit depuis des années, chaque fois que je voyais passer les types sur le forum dans la rubrique blessures, qu'enchaînaient les problèmes, les médecins, puis qui étaient complètement désemparés, qui avaient des douleurs, ils savaient pas d'où ça venait, je me disais, mon Dieu, pourvu que ça ne m'arrive pas, et il faut vraiment éviter d'avoir des problèmes. Et ben au final, je pense que je suis passé par à peu près toutes les étapes que on pouvait trouver dans les témoignages du forum Superphysique. Et donc, ma foi, je sais pas si ceux qui nous écoutent ont plus ou moins de chance, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut quand même éviter d'avoir des problèmes. Voilà, il faut éviter d'avoir des problèmes, mais parfois tu as des problèmes, en fait, que tu décides pas. Tu vois, tout va bien, tu dis je fais plein de trucs, tout ça, et d'un coup, t'as un truc qui se dérègle, en fait.
Des fois, t'as un truc qui se dérègle et puis tu te dis putain, mais je comprends pas, tout allait bien, je fais tout bien, entre guillemets. Mais en fait, non, des fois, t'as des trucs qui se dérèglent et t'as pas le choix. Et après, j'ai même envie de dire, quand il t'arrive une galère, faut que tu sois persévérant pour trouver les solutions. Là, tu montres avec ton exemple que tu as été très persévérant pour essayer. On espère que tu as trouvé la cause, voilà, que voilà, tu vas t'en sortir tout ça. Mais il faut être persévérant parce que si au début, tu écoutes le médecin quand tu as tes hernies, il dit restez chez vous et en fait, tu viens avec le pied paralysé. Hein. Non, je te dis non, vas-y, tu te fais opérer, tu reviens, tu vois un médecin du sport, tu vois un kiné, tu envoies un deuxième, tu envoies un troisième. Donc, tu es quand même persévérant. La plupart des gens auraient abandonné bien avant. Et c'est pour ça aussi que c'est un peu un message d'espoir, mais c'est que si vous avez quelque chose et que voilà, que ça passe pas, vous sentez désemparé, faut continuer de chercher, en fait. Faut continuer, faut faire des choses. Faut pas rester chez soi, attendre que ça passe, hein. C'est sûr que ça passe pas. Avant, on parlait beaucoup du repos. Les vieux médecins disaient, bah là, vous avez quelque chose, prenez du repos ou le faites plus, voilà, des trucs un peu à la con. Et on voit bien qu'il faut sans arrêt chercher jusqu'à trouver une possible hypothèse, tester cette hypothèse. C'est ça, c'est pas ça, faut en trouver une autre, hein. Faut y aller. Parce qu'en fait, malgré le fait qu'on ait soi-disant un système de santé top et tout, en fait, quand vous êtes dans la merde, vous êtes dans la merde et tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça la vérité. Tout le monde s'en fout, sauf vous. Donc, encore une raison de plus d'essayer de compter sur soi, quoi. Ouais, bah c'est sûr que personne va aller toquer chez vous pour aller résoudre votre problème ou même comprendre de quoi il retourne. Ouais, et puis finalement, t'aurais été le boiteux de Biscarrosse, et puis tout le monde s'en foutait, quoi. Hein. Puis ça aurait dit, c'est le boiteux de Biscarrosse, ah bah ça va, il a l'air sympa, tout le monde s'en fout, non mais, c'est ça aussi. Et si t'as pas de persévérance, bah t'es niqué, en fait. Tu vois ton médecin basique, il dit, vous prenez une antidouleur, laissez-moi tranquille. Ouais, c'est ça. Ah bah Voilà. c'est ça. En fait, c'est toujours les antidouleurs. Voilà, c'est des antidouleurs et éventuellement il peut passer la patate chaude à quelqu'un d'autre comme ça. Ou Voilà, moi, je et vous puis, et fais puis, et une puis, ordonnance de kiné ou je ne sais quoi. Puis, voilà, et puis après, c'est antidouleur. Puis le gars, il dit, ça marche pas. Ah bah c'est psychosomatique, c'est dans la tête. Allez. Bah, tu te souviens, on avait eu Franck B sur les forums. Je sais pas si tu te souviens. Franck B qui faisait des séries longues, qui est dans la team Super Physique, donc il est sur le site. Il y a une super interview de lui sur le site que j'avais fait il y a plus de 10 ans, ouais, qui est vraiment hyper inspirante, hyper intéressante. Et bref, mais lui à un moment il avait eu plein de paresthésies justement, des pertes de sensibilité, des problèmes nerveux. Il y a des jours il avait du mal à marcher, tout ça. Et le mec, c'était la merde en fait, hein. C'était la merde. Je sais pas si c'en était sorti ou pas, mais je me souviens des fois il expliquait qu'il avait des gros problèmes nerveux. Donc lui, il avait investigué du côté des produits laitiers, parce qu'il en prenait vraiment énormément à une époque. C'était la mode dans les années 90-2000 de boire 1 litre de lait, 2 litres de lait. C'était vraiment la folie. Et le gars cherchait, et il avait plein de problèmes déjà là-dessus. Et c'était la merde, hein. Il trouvait rien, personne pour l'aider. Donc aujourd'hui, on a quand même, j'ai envie de dire, de la chance parce que il y a de la chance. Oui et non, mais de la chance parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui se sont démocratisées. Là, tu parlais de réathlétisation. Aujourd'hui, il y a pas mal de kinés quand même qui sont formés, qui sont à fond, kinés du sport, qui se forment, qui sont intéressés, qui sont passionnés. On a plus facilement accès quand même aux bons. Même s'ils sont pas nombreux, on arrive à les distinguer. On arrive à voir, moi sur le net, j'arrive à voir, je dis, ah tiens, lui, il est bien. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux lui demander. Ou dans n'importe quelle thématique, tu arrives à voir tout de suite ceux qui sont bons. Alors après, tu en vois qui sont mauvais. Mais on voit que les bonnes connaissances se sont un peu pas éparpillées, mais elles sont plus nombreuses. Tu vois, il y a plus de personnes un peu ressources, on pourrait dire. Alors qu'avant, moi je me souviens quand les gars se faisaient opérer de l'épaule, il y avait un type en France qui opérait de l'épaule, quoi. Il fallait aller à Paris. C'est plus c'est pas la petite après, il y avait un type qui opérait de l'épaule, qui opérait tous les sportifs, c'était ce type-là. Maintenant, il y en a qu'à plein. Il y en a plusieurs, quoi. Donc ça s'est quand même beaucoup ouvert et c'est une chance, mais à condition de persévérer et voilà de se prendre un peu plus en main que le truc qu'on attendrait, quoi. voilà, et de comprendre que il y a différentes spécialités parce que voilà, pour moi un kiné c'est un kiné, mais en Ah fait ouais, non, il y a non, des ouais, pas du kinés tout, pas du tout. spécialisés. Voilà, il y a des kinés avec des spécialisations. Et en fait déjà quand tu vois dans le cabinet là celui que je vais voir, il y a un poste leg extension, leg curl. Celui d'avant il y avait pas. Bon bah déjà voilà, on voit qu'il y a une différence. Quand il y en a un qui a déjà du matériel de muscu, au moins il peut tester ta force avec le matériel de muscu. Sinon tester la force, il va tester la force comment voilà, il t'appuie avec la main, mais bon c'est pas un vrai test quoi. Alors que là, ça saute aux yeux quant à la machine. Bien sûr, bien sûr. Bref. Et tu vois, c'est comme les coachs, je vais rebondir là-dessus. Donc moi, là, qui forme les futurs coachs en BPGEPS, t'en as qui sont spécialisés, qui ont vraiment des spécialités. Tu vois, aujourd'hui, le coach généraliste, ça existe pratiquement plus. Moi, j'ai une fille en formation, Juliana, elle est spécialisée postpartum et entraînement des enfants, tu vois. Donc demain, je sais que si il y a une femme enceinte ou qui vient d'accoucher qui me demande des conseils, bah, je l'enverrai vers Juliana parce qu'elle s'y connaît mieux que moi, c'est son sujet. Mais aujourd'hui, tout le monde est spécialisé. Tu peux plus être comme moi à mon époque, t'es coach de tout à la fois. Tu fais de 0 à de 7 à 77 ans.
tous les types de sujets, toutes les douleurs, absolument tout. C'est plus possible maintenant. C'est plus possible. Aujourd'hui, tu es obligé de te spécialiser et tu vois bien que de toute façon, tu te spécialises et que tu deviens bon dans un domaine. Tu peux plus être bon partout. Et donc, ouais, tout le monde se spécialise. Celui qui se spécialise pas aujourd'hui, bah, pour moi, il fait de la dope, quoi. Il fait du très moyen, quoi. Il fait du très moyen et ça suffit pas, pour beaucoup, quoi. Ouais. Et alors après, je finis sur une autre idée. Si je reprends mon exemple, il y a quand même une succession de problèmes, et je pense que c'est parce que les trucs initiaux n'ont pas été réglés assez rapidement. Et donc, par exemple, pour mon dos, j'ai pas récupéré la mobilité assez vite, mais ça, c'est de ma faute parce que je comptais que sur moi au début, et ça, c'était une erreur. En fait, j'aurais dû faire appel à un vrai bon pour récupérer du dos plus rapidement. Voilà, parce que j'étais trop raide du dos, j'ai compensé par les genoux. Alors après, ça a entraîné peut-être les problèmes aux genoux. Ensuite, peut-être parce que la prise en charge du kiné, de l'autre kiné était pas bonne, ou peut-être parce que j'ai compensé l'avant des genoux par autre chose. Maintenant, je me retrouve un problème, à l'arrière de la cuisse. Et en fait, et ça se trouve, si ça continue là, et que je traîne trop pour régler les choses, je vais finir à avoir un problème à l'autre jambe. Enfin, vous voyez, ça, tu comprends la logique, ça n'en finit plus. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, quand on a une galère, pour éviter qu'il y ait des compensations qui entraînent d'autres galères, eh ben, faut essayer de régler le truc le plus rapidement possible. Et là, j'ai pas bien fait comme il fallait. Si dès le mois de janvier, j'étais allé voir un kiné du sport ou vraiment un type qui était spécialisé dans la rééducation du dos, ça se trouve, j'aurais évité tous les autres problèmes qui ont suivi, Ah, peut-être. bien sûr, parce que plus longtemps on reste avec une douleur, un déséquilibre ou autre, plus on va compenser. En fait, notre corps, il va toujours fonctionner. Je sais pas, je dis une connerie. Vous n'avez pas de mobilité de cheville. Pour faire du squat, vous n'avez pas la mobilité suffisante, bah vous allez compenser avec le genou, avec la hanche, avec le dos, en fonction de ce que vous pouvez faire pour pouvoir faire votre squat. Et donc ensuite, bah au début vous aviez mal à la cheville, puis après ça va être mal au genou, ça va être mal à la hanche, mal au dos. Je donne un ordre un peu aléatoire, mais ça se trouve ça va être tout de suite le dos. Vous allez dire putain pourquoi j'ai mal au dos, je comprends pas, mon dos est bien placé, tout ça, parce que votre cheville, votre genou peut pas avancer par rapport à votre pied, et donc vous allez compenser quelque part. Et ensuite une fois que les compensations se font, un renforcement compensatoire va se faire. Et là, c'est la merde. C'est un engrenage. Et plus on attend, c'est pour ça qu'il faut vite prendre en main les choses, vite les prendre en charge, parce que sinon, en fait, c'est compensation sur compensation. Et à la fin, on est un compensateur dans tous les sens. Et c'est comme ça après qu'on a mal partout, quoi, hein. Oui, et après, du coup, pour régler les problèmes, c'est de plus en plus compliqué parce que du coup, ça finit par se chevaucher. Donc, tu vois, là, par exemple, avec le nerf sciatique là qui était irrité, je peux plus vraiment étirer l'ischio-jambier. Enfin, je peux plus tendre la jambe complètement. Mais en même temps, quand tu as une contracture à l'ischio-jambier, ce serait bien de pouvoir tendre la jambe et étirer un petit peu, tu vois. Et donc, du coup, ça complique tout après. Bien sûr, bien sûr. Bref. Et après, tu as plein de réactions qui se mettent en place et tu comprends pas parce qu'en fait, après, c'est un énorme schmilblick. Tu dis, putain, mais alors j'ai ça. Mais parce qu'au début, c'est la logique qu'on avait au tout début, c'est t'as mal quelque part, je sais pas, t'as mal à l'épaule, tu regardes comment bouge l'épaule, tu testes les rotations, voilà, comment tu lèves le bras, comment tu fais une extension de l'épaule, tout ça. Et puis en fait, après, il faut que maintenant, si tu attends trop longtemps, faut que tu regardes le coup parce que tu as sans doute compensé sur les cervicales, tu as sans doute compensé peut-être avec l'omoplate, tu as peut-être compensé avec les lombaires un peu en dessous pour pouvoir bouger, voilà. Donc en fait, plus t'attends, plus c'est la merde, quoi. Alors ça veut pas dire que tu vas t'en sortir, mais ça va nécessiter beaucoup plus de temps et beaucoup plus de travail. Et on veut éviter d'en arriver là. Donc c'est pour ça, encore une fois, il faut faire vraiment preuve de persévérance et s'intéresser à ce qu'on a et se responsabiliser parce que quand tu comptes sur les autres, bah faut vraiment que tu aies un bol de cocu pour tomber sur la bonne personne dès le premier coup, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors, plus toutes les histoires de déserts médicaux et tout ça. Parce que là, tout ce que je dis, mais je pense que si vous avez été confronté au problème, là, je parle pas d'aller trouver des gens à 10 kilomètres de chez moi, hein. Je regarde dans toute la région, en fait, pour voir trouver des IRM, des machins, des EMG et tout ce que vous voulez. Mais c'est pas si simple. Ok. Bien sûr. Voilà, Rudy. Mais la meilleure des choses, c'est quand même de pas se blesser, hein. C'est quand Oui, même le mieux. bien sûr. Mais comme je disais tout à l'heure, sur la blessure, avant, on parlait beaucoup de prévention. Aujourd'hui, on parle plus de prévention, on parle de réduction du risque de blessure parce qu'on se rend bien compte que la blessure, en fait, même si tu essayes de tout faire dans les règles, en fait, tu fais jamais tout déjà. Et des fois, tu as des dérèglements qui se font, tu sais pas pourquoi. En fait, on essaye de tout expliquer, voilà, de mettre des hypothèses, des causes. Mais la vérité, c'est que des fois, tu te dérègles et tu sais pas pourquoi. Des fois, tu fais tout, tu dis bon, bah tout va bien. Et d'un coup, ça se met à merder. Et donc, c'est pour ça qu'on parle plus de prévention, mais de réduction. Et en ce sens, bah, les conseils qu'on peut donner chaque semaine, de bien faire attention sur le choix des exercices, de pas s'acharner sur du squat et du soulevé de terre. Avec le recul, voilà, c'est vraiment des conneries. De pas s'acharner sur du développé militaire, de pas trop tricher sur les exercices, notamment au niveau des courbures vertébrales.
de pas forcément chercher à mettre le plus lourd possible, faire des séries un peu plus longues. Nous aujourd'hui, on est beaucoup aussi sur l'aspect santé, à savoir faire du cardio, manger très sainement. Ça fait longtemps qu'on y est, mais plein de petits trucs comme ça pour justement réduire le plus possible en fonction de ses capacités, voilà, de ce qu'on est prêt à faire, son risque de blessure, parce que en fait, on se rend bien compte qu'avec les années, c'est facile d'avoir des blessures pour lesquelles des fois on a l'impression de pas être en tort, et donc si on peut minimiser par un peu d'intelligence son risque de blessure, et ben autant le faire. J'ai un copain qui fait des vidéos, qui fait des Ironman en triathlon, qui a fait une vidéo et sur la muscu, sur ce qu'il faisait comme renfo, et il a dit voilà, je fais plus de côté de soulevé de terre parce que je pense que ça finit mal tout ça. Et puis il y a plein de gens qui sont tombés dessus, ils ont dit mais n'importe quoi, c'est des conneries tout ça. Et comme d'habitude, c'est toujours les mêmes personnes, ceux qui n'ont pas d'expérience, qui donnent leur avis, ou alors l'exception qui confirme la règle, qui dit mais non, n'importe quoi, regarde, moi je suis en béton. T'es en béton, j'attends que tu sois plus en béton. Et de toute façon, faut pas avoir fait Saint-Cyr ni Polytechnique pour comprendre que, par exemple, si on parle de quoi, tu te fais terre, si tu te mets plus de 100 kilos sur le dos et toujours tu te mets des poids sur le dos régulièrement pendant des années, ça va que mal finir parce que de toute façon, on ne fait que lutter contre la gravité toute sa vie. Et donc à un moment, la gravité, elle va gagner. Elle va gagner. Et donc, si tu mets de la pression sur le dos sans arrêt, ben, la gravité, elle va gagner un peu plus vite. Voilà. Donc le but, c'est quand même de ralentir l'effet de cette gravité, même si il y a une histoire un peu de renforcement, mais c'est toujours moins important que l'effet de la gravité, malheureusement, quoi. Ouais, ouais. Alors après, je termine sur une petite leçon d'humilité, mais j'en ai déjà eu tellement que moi, j'en ai pas besoin de leçon d'humilité. Donc, je vais à la piscine, bah, justement pour m'agiter un peu dans une piscine et pouvoir faire quelques longueurs Ah, voilà, de crawl. le triathlon est reparti, là. Ça y est, je le sens. Donc, juste Depuis que j'en ai parlé la semaine dernière d'entraînement du triathlon, ça y est, il est lancé. non, non, voilà. Donc, je vais, voilà, l'idée c'était de faire un petit peu de crawl pour mobiliser les genoux et mobiliser doucement la colonne vertébrale. Et d'ailleurs, c'était une erreur. J'aurais dû y aller à la piscine beaucoup plus tôt, plutôt que d'attendre comme ça. Parce qu'au début, je voulais faire que nager dans le lac et pas aller dans la piscine, alors qu'en fait, j'aurais dû y aller plus tôt. Bref. Et donc, j'y vais. Et là, je fais 1m81, puis 72, voilà, 1m80, 72 kilos. Et en fait, au niveau du haut du corps, il y a un petit reste musculaire, tu vois, parce que j'ai fait mes petits renforcements sur le ballon, machin, mes pompes, mon TRX, voilà. J'ai un petit reste. Et au niveau des cuisses, voilà, j'ai 55 de cuisses. Et donc, globalement, quand je vais à la piscine, je me vois, il n'y a pas grande différence entre moi et les maîtres nageurs qui sont torse nu, tu vois. Ouais, mais ils sont plus jeunes que toi, les maîtres nageurs, non? Oui, oui. Mais après, je regarde dans l'eau, il y a beaucoup de types qui nagent qui sont en surpoids, voilà. Mais ils nagent. Et moi, je rentre dans l'eau, je fais mon petit crawl. Et franchement, au bout d'une longueur, je commençais déjà à avoir un petit peu mal au genou. Et là, tu vois, t'as la leçon d'humilité parce que t'as peut-être les types qui sont en surpoids à côté puis tout poilus, n'empêche, qui nagent, alors que moi, ou en apparence, je look sportif, et ben n'empêche que j'ai mal au genou quand je fais mon crawl. Voilà. Ouais, mais pour Donc là, l'instant. voilà, là ça va mieux. C'était la première fois, c'était la première fois. Là, ça va un petit peu mieux. Mais c'est vrai que ça m'a fait un choc. Je suis revenu chez moi, chez ma femme. Je dis putain, je comprends pas. Les types, ils sont en surpoids, ils sont obèses. Des fois, ils ont les genoux en valgus. Tu sais, quand ils courent, bien ils sûr, courent avec les genoux de traviole, etc. Et moi là, ça fait 2 mois que j'ai mal derrière la cuisse. Je comprends pas. J'ai vu 2 kinés. Donc là, le troisième était le bon. J'ai des douleurs à n'en plus finir. Personne trouve ce que c'est. Je vais devenir taré. Enfin bref. Bien sûr, mais parce qu'en fait, on oublie le facteur chance, le facteur un peu inexplicable dans les douleurs, dans la blessure. Comme je disais, en fait, c'est pas à celui qui fait le mieux qui n'aura pas de douleur. En fait, c'est pas vrai. Même si on minimise, on réduit son risque de blessure par rapport à soi. C'est pas, tu vois bien, en muscu, on l'a vu plein de fois, on l'a expliqué, je sais pas combien de fois. Ouais, t'as des gens, ils font n'importe quoi en termes d'entraînement, ils mangent comme des sagouins et puis ils ont des super physiques. Mais pour la majorité des gens, bah, en fait, faut faire beaucoup de choses, faut s'investir dans plein de domaines différents pour vraiment progresser et atteindre un bon niveau. Donc là, bah, c'est un peu pareil. Des fois, tu sais, moi, quand j'ai fait le 10 km d'Annecy, là, quand je me suis blessé, bah, je voyais des gens, des fois, des défis un peu en surpoids de mon point de vue, qui couraient comme des lapins. Je dis, c'est pas possible. Toi, j'étais là, je dis, mais attends, elles vont faire moins de 40 minutes au 10 km, les filles. Elles sont grassouillettes, tu vois, je dis, putain. Et donc, tu vois, t'as un peu d'ego au début. Tu dis, ah bah non, je peux pas les laisser passer. Mais en fait, tu essaies de les suivre, elles vont trop vite pour toi. Elles vont trop vite pour toi. Et tu te dis, ah putain, tu dis, bah ouais, mais en fait, on en revient à ce qu'on disait aussi. Tout est hyper spécifique, en fait. En fonction de là où tu t'entraînes, de ce que tu fais, de la génétique, voilà, de l'héritage culturel, tout ça. Il y a plein de choses, en fait. Et c'est pour ça que, tu l'avais justement dit, la compétition, c'est contre soi parce qu'en fait, il peut y avoir des compétitions de tout. On est tous tellement à la fois identiques, mais aussi différents
que les compétitions, pour moi, ça n'a pas lieu d'être, sauf contre soi-même, tu vois. Et voilà. Mais à se comparer aux autres, on se fait souvent du mal. Hein. Mais bon, ça fait gagner de l'humilité. C'est sûr que là, Voilà. Et puis c'est bizarre. Moi, c'est pareil au kayak. Je vois des types, ils en ont fait quand ils étaient gamins. Ils s'en refont un peu. Techniquement, ils sont 10 fois meilleurs que moi. Ils glissent, tu vois. Et pourtant, à côté, je les vois. Je dis, mais attends, c'est pas possible de me faire battre par un type comme ça ou qu'il soit à côté. Et bah si, en fait, parce que ils ont la technique, ils ont le geste, ils ont la caisse. Alors que moi, certes, en apparence, on pourrait croire que je vais 10 fois plus vite, mais en fait, je me mets à côté, je suis un peu devant, mais ou des fois un peu derrière, et tu dis putain, il y a pas de justice. Mais si, en fait, les antécédents, pareil, ça compte énormément. voilà. Et puis l'aspect physique est pas nécessairement corrélé au potentiel de performance. Voilà, Bien sûr, mais c'est parce que nous, on a grandi avec les films d'arts martiaux, Jean-Claude Van Damme, Rocky, tout ça, Stallone, voilà, Schwarzenegger. Et j'en parlais avec Emmanuel Ayache, qui fait du Krav Maga, que j'ai interviewé pour Les Secrets du Sport, ça sort dans 3 semaines, le 27 juin. Et justement, je lui posais la question, je lui dis, on a grandi avec ces films-là et tout, est-ce que finalement, j'avais déjà la réponse, parce qu'on en parle souvent de l'UFC et des mecs qui n'ont pas spécialement de physique, quoi, pour la plupart, on se dit. Oui, ou même si tu te souviens, avant l'UFC, Fedor Emelianenko, lui, il était pas Ouais, un il paye très pas, bon physique, il paye pas de mine, le type. Et donc, je lui posais la question, lui qui est expert en Krav Maga, je dis, en Krav Maga, est-ce que les gars sont balèzes? Il me dit, mais pas du tout. Il me dit, mais pas du tout. Il dit, par contre, t'en as, c'est des vrais tueurs, quoi, hein, tu les vois, tu payes pas de mine, ils t'attrapent, t'es cuit, quoi, hein. T'es défoncé. Donc, c'est pour ça, on a grandi avec des mauvaises images en pensant que le physique faisait tout. Le physique, ça fait le physique, c'est tout. Et l'entraînement fait que t'es fort de manière spécifique à quelque chose. Mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est pas plus compliqué que ça, mais on aimerait que le physique se transfère dans tout, et c'est pas vrai. ouais. Malheureusement, c'est pas vrai. Et voilà. Mais après, c'est un choix. Moi, j'adore la muscu. Voilà, je suis content d'être balèze aussi. Hein. Je me lève le matin, je me vois, je dis putain, génial. Mais c'est sûr qu'après, quand je fais du vélo, la dernière fois, j'ai voulu faire le tour du lac en vélo d'Annecy. Ah bah quand il y avait la côte, je rigolais moins. Je dis oh putain, j'en chie comme un rat. Je dis putain, je me dis bah si je faisais 15 kilos de moins, ce serait plus facile. Mais bon, après, je préfère faire 15 kilos de plus et me trouver bien physiquement, quitte à être moins rapide en vélo. Voilà. Parce qu'encore une fois, la compétition, faut bien le comprendre, je finis là-dessus, c'est contre soi, c'est s'améliorer soi-même. Et les autres ne sont là que pour nous inspirer, nous donner un peu plus de motivation, on va dire. Donc voilà. Et on en est où maintenant dans l'horaire, Rudy? Et bah, ça fait pratiquement 1 heure, Fabrice. Ah, bah, ça fait pratiquement 1 heure. Alors, si jamais il y en a qui ont tenu ce podcast jusqu'au bout et qui ont des espèces de témoignages sur comment bien utiliser le système de santé français, s'ils ont des espèces de techniques. Ils ont des hacks, parce qu'en ce moment, c'est la mode des hacks. Ils ont des hacks Ouais, à partager. un peu comme, parce que la dernière fois, j'avais donné ma technique Doctolib, mais il s'avère qu'en fait, tout le monde a cette technique-là. Il y en a plein d'autres qui ont cette technique-là, donc d'ailleurs, ça doit pas aider justement à faire que les choses fonctionnent, vu que tout le monde multiplie les rendez-vous dans l'espoir d'en avoir un qui arrive plus près que les autres. Mais voilà, s'il y en a qui ont des techniques où je sais pas, ils vont dans des cliniques super chères ou j'en sais rien comment ils font, mais voilà, qu'ils n'hésitent pas à le dire parce que pour le moment, j'ai quand même toujours du mal à avoir trouvé la bonne technique, hormis ce qu'on a dit, quoi, de tisser une relation avec un bon médecin et avec un bon kiné. Ben Voilà. ouais, non, mais après, voilà, comme je te dis, après, faut entretenir les relations. Après, c'est facile de sympathiser quand quand quelqu'un est bon, je sympathise facilement. Parce que je lui pose des questions. Bon, moi, j'applique toutes les techniques maintenant qui sont un peu ancrées en moi de comment se faire des amis. Et voilà. Tu poses des questions et Oui, voilà. oui, mais après, ça dépend des fois, parce que, ou alors justement, peut-être que c'est un bon test pour détecter un mauvais, c'est que des fois, quand tu poses un peu trop de questions, puis que tu montres que tu t'y connais, ou peut-être que tu penses t'y connaître, puis tu t'y connais pas, tu peux aussi saouler l'autre, et après, il t'expédie encore plus vite, tu vois. Alors, c'est un double tranchant, ta technique. Ah bah non, mais là, c'est un mauvais. Là, c'est un type qui a pas d'intelligence sociale et tout. Là, moi, le type, ça va pas. Ok, mais parce on peut aussi le voir que les gens vont regarder sur Internet les possibles maladies qu'ils ont et après ils interrogent le médecin sur ce qu'ils ont vu sur Internet et les médecins ils envoient tellement des gens comme ça qui leur cassent les pieds avec ce qu'ils ont vu sur Internet qu'à la fin ils ont plus envie de trop écouter ces choses-là et du coup ils peuvent pas faire la différence entre celui qui entre guillemets connaît un peu son corps et arrive préparé ou celui qui a regardé des trucs sur Internet. Bref, ta technique est peut-être à double tranchant, Rudy, selon le niveau qu'on a dans les questions. Voilà, moi elle marche bien à chaque fois. C'est pas une technique, mais bon, j'arrive en général, j'ai déjà creusé bien le sujet et je demande en fait un regard extérieur
pour voir mon avis s'il tient ou s'il tient pas pour faire mieux, quoi. Ok, allez, restons-en là et on verra si la semaine prochaine je peux passer au leg curl excentrique après l'isométrique. Donc il faut vous souvenir que c'est quand même un type qui a 64 cm de tour de cuisse à froid qui vous parle là et qui a maintenant au niveau de l'ischio-jambier droite, la force d'une femme de 50 ans en Une femme rééducation. sédentaire de 50 ans. Ouais, c'est ça. C'est la fête. Allez, sur ce, à la semaine prochaine. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.